Nous nous trouvons au nord-est de Madagascar, dans un petit village près du lac Alaotra. Il n'est que 10 heures du matin, mais le soleil de novembre brûle déjà implacablement. Ici, en haute montagne, la saison sèche a commencé. Nous sommes reçus par les habitants du village. Ils appartiennent au clan des Betsimi Saraka, ce qui signifie ceux qui sont solidaires. Les Betsimi Saraka descendent de plusieurs peuples. Ils représentent le second groupe ethnique de Madagascar. Le centre de la vie sociale se trouve au milieu du village. Là, toute la communauté écoute le chef et ses 2 conseillers. Les 3 hommes font partie du conseil des anciens, le Fokonolona, ce qui veut dire le clan. Le conseil veille à ce que la vie publique se déroule paisiblement, en ce qui concerne les récoltes par exemple, l'éducation scolaire ou l'application des lois. Le chef de clan remplit le même rôle que la radio, la télévision ou les journaux ailleurs. C'est par son intermédiaire que le village apprend les dernières nouvelles, comme par exemple les décisions du gouvernement, ou, comme ce matin, la raison de notre visite. Ils aimeraient vous filmer quand vous chantez et dansez, explique le chef Rakoto Armand Gilbert. Le travail quotidien dans les champs. On cultive ici le manioc et une grande variété de légumes. Au-delà de la rivière s'étendent des champs de riz qui, au mois de novembre, sont en friche. Des zébus passent sur cette terre sèche. Le zébu et le riz jouent un rôle primordial dans la vie des Malgaches. Le riz est leur aliment principal. Mais ce n'est pas tout. Le riz est sacré et vénéré. Il sert aussi d'unité de mesure. Si par exemple un Malgache veut spécifier la durée d'un voyage, il indique le nombre de marmites de riz que l'on peut cuire pendant ce temps. Madagascar, terre de paysans. Les 3/4 de la population travaillent dans l'agriculture. L'île pourrait se suffire à elle-même pour son alimentation, car la nature l'a gâtée. Toutes les plantes imaginables poussent ici. Par contre, la surface cultivable est minime. 5% seulement peuvent être défrichés. À quelques kilomètres du village qui nous a accueillis, se trouve la route principale pour Ambaton Drazaka. On vient de toutes les provinces avoisinantes dans cette capitale régionale. On y vend, achète et échange des marchandises. Ou bien on vient simplement visiter des parents ou des amis. Aujourd'hui, jour de marché, tout le monde est là. Certains légumes nous sont familiers. Il y en a d'autres que nous n'avons jamais vus. L'air est aromatisé par la senteur des légumes frais, la douceur des fruits sucrés, le parfum épicé des plantes médicinales.
Un rythme martelé attire notre attention. C'est le bruit produit par le concassage des feuilles de manioc. Il en résulte une masse verte qui nous rappelle les épinards. On nous a donné du manioc chaud avec de la viande de bœuf, ce qui est sur cette île le plus grand honneur rendu à un hôte. Du miel au concombre, le marché offre une variété incroyable de produits. Toutes les denrées naturelles imaginables y sont représentées, ainsi que des objets utilitaires faits à la main ou créés par la nature. Ces produits de la vie quotidienne jouent aussi un grand rôle dans les récits. La forme de narration la plus prestigieuse est l'allocution publique ou cabaret. Avant de venir à Madagascar, nous connaissions déjà le mot cabaret. Nous savions qu'il s'agit d'une parabole décrivant non seulement des faits historiques, mais aussi des événements quotidiens, comme les décisions de l'aîné du clan ou des anecdotes concernant le travail. Nous aussi, nous aimerions vous raconter un cabaret. Le cabaret d'un voyage. Reproduire en images et en mots des endroits et des impressions, comme ici le lac Alaotra et ses pêcheurs. Madagascar, une grande île pleine de secrets difficiles à déchiffrer. Ici, contes et réalité se confondent. Les légendes antiques nous parlent de pirates et de royaumes disparus. Les renseignements ne sont pas faciles à obtenir, et nous en savions bien peu sur cette terre mystérieuse à notre arrivée dans la capitale de l'île, Antananarivo. Tana, comme les Malgaches appellent leur capitale, est le centre culturel, commercial et politique du pays. Avec ses embouteillages, ses supermarchés et ses immeubles, cette ville est plus occidentale, moins typique que les autres villes de l'île. C'est une vibrante métropole qui compte 1,5 million d'habitants et qui n'arrête pas de croître. Mais il reste encore naturellement des éléments typiquement malgaches, comme par exemple le marché Zuma, ce qui veut dire marché du vendredi. Ici, pendant la semaine, on peut acheter tout ce qui pousse ou est produit dans le pays. Le vendredi, ce sont essentiellement les commerçants qui viennent au marché, de sorte qu'ils débordent de marchandises, de légumes, de fruits et de fleurs. Tana, ce centre commercial, rassemble l'élite de l'île, mais il provoque aussi un exode rural permanent. Les gens viennent ici dans l'espoir de trouver du travail. Le gouvernement essaie de faire face à ce problème en construisant des universités et des centres industriels dans les autres villes. Antananarivo demeure néanmoins le centre de Madagascar. Et ce depuis longtemps. Il y a plus de 300 ans, sur le haut plateau, les rois du peuple dominant agrandirent cette agglomération favorisée par le climat. Les souverains Mérina la nommèrent la Cité des Mille, parce qu'ici était cantonnée autrefois une armée de 1000 soldats que l'on disait être invincibles. Mais à la fin du XIXe siècle, les souverains Mérina durent poser les armes. En 1896, Madagascar devint une colonie française.
L'influence française se remarque à Tana dans son architecture et ses rues. Au centre de la ville, l'avenue de l'Indépendance, ainsi que la gare, sont d'excellents exemples d'architecture française. C'est dans cette gare que débute notre voyage vers l'intérieur du pays. Au départ d'Antananarivo, les Français construisirent il y a environ 80 ans les deux principales lignes ferroviaires de l'île. L'une vers le sud, jusqu'à Antsira Bay, et l'autre vers la côte nord-ouest que nous empruntons maintenant, direction Toamasina. Les cheminots sont très coopératifs lors du tournage. Nous pouvons filmer depuis la locomotive pendant que le conducteur nous raconte l'histoire de ses voies. Le régime colonial eut beaucoup de difficultés à organiser à Madagascar le transport des marchandises précieuses, telles que la vanille et le poivre, jusqu'au port de Toamasina. Les Malgaches opposèrent une résistance passive à l'exploitation et à la colonisation de leur pays et refusèrent de travailler à la construction de la voie ferrée. Pour terminer le réseau ferroviaire, il fallut faire venir des Chinois. Cette voie qui conduit de la plaine fertile au haut plateau est très sinueuse. Le train longe des collines dépouillées. C'est une région sous-peuplée qui se situe juste avant Moramanga, le grand nœud ferroviaire entre la capitale Tana et le port de Toamasina qui s'appelait autrefois Tamatave. La gare de Moramanga. Nous arrivons dans un coin bien tranquille. On imagine difficilement les atrocités qui se sont déroulées ici après la Deuxième Guerre mondiale. Il y eut alors plusieurs insurrections du peuple malgache pour sa liberté. Le régime colonial français réagit par la violence, même à Moramanga. On tira au hasard depuis des trains blindés. Comme partout sur l'île, c'est la population civile qui en souffrit le plus. Le présent est bien plus riant. Moramanga veut dire là où les mangues sont bon marché. On trouve ici toutes sortes de fruits tropicaux, des fruits que nous ne connaissons pas et qui chez nous n'ont même pas de nom. Nous nous remettons en route vers le nord, vers Ambatondrazaka, le point de départ du cabaret de notre voyage. Une semaine plus tard, tôt le matin. Le voyage a été rude pour notre équipement. Des problèmes techniques menacent de bloquer le tournage de notre film. Mais nous avons de la chance. À l'aéroport d'Ambatondrazaka, la possibilité se présente de transporter notre équipement de 120 kg avec le matériel défectueux. La compagnie aérienne locale fait tout son possible pour nous trouver de la place dans le prochain avion vers Tamatave. Notre matériel défectueux va être réparé dans le studio de radio-télévision de Tamatave. Les Malgaches que nous avons rencontrés pendant notre voyage sont tous très coopératifs. En outre, ils ont une bonne connaissance de la technique et ils aiment beaucoup improviser. L'émetteur de la station de radio-télévision à Tamatave. Les programmes sont diffusés à partir d'ici en deux langues, en malgache et en français. Le journaliste Joré Pilaza a une myriade d'histoires intéressantes à nous raconter. I Madagasikara dia ilay nosy misy tongotra kavia ao asimo atsinanan'ny Afrika. Nosy mena ve sa nosy maitso? Betsaka tokoa ny fomba azo ilazana azy. Fa ny zavatra mampiavaka ny Madagasikara dia ireo zava-maniry sy zava-boary izay visy-panana eran'izao tontolo zao. Fantaro ary i Madagasikara. La forme de Madagascar ressemble un peu à l'empreinte d'un pied gauche. Cinquième île du monde par sa taille,
Elle se situe dans l'océan Indien, au sud de l'équateur. Ce pays au sud-est de l'Afrique est 2 fois plus grand que la Grande-Bretagne. L'île est habitée par différents groupes ethniques. On y trouve des peuples d'origine asiatique, avec la peau brun clair des Indonésiens ou des Malais, d'autres au teint plus foncé qui sont d'origine africaine. Beaucoup d'habitants descendent de ces 2 races, ainsi que des Arabes ou des Européens. Mais on ne sait rien de précis en ce qui concerne l'origine des premiers immigrés et la date de leur arrivée sur l'île. Certains experts soutiennent que des Indonésiens et des Polynésiens atteignirent l'île sur des pirogues grâce aux alizés et au courant sud-équatorial. Dans ce cas, ils auraient navigué sur 6000 km dans ces barques. Mais l'île était-elle déjà habitée quand ils y arrivèrent? Ils sont les seuls à le savoir. Nous avons rencontré un groupe d'Antandroy. Ils appartiennent au peuple qui habite les régions désertes du sud. On dit que les Antandroy seraient les descendants des premiers habitants de l'île, les Wazimba. On dit aussi que les Wazimba étaient de petite taille et qu'ils avaient de grosses têtes. Dans les mythes et les légendes, il est souvent question d'eux. Leurs descendants supposés, les Antandroy, ne connaissent pas la peur. Ils ne craignent pas les esprits de la nuit comme beaucoup d'autres peuples. Et ils n'oublient pas leurs morts. Les ossements des défunts accompagnent les vivants partout où ce peuple de bergers se déplace. Pour les Antandroy, les bœufs sont synonymes de richesse. Plus on a de zébus, plus on est aisé. Et voici une Antai Moro. Les Antai Moro descendent des Arabes. Leurs ancêtres ont apporté l'écriture et le papier. Leur connaissance de l'astrologie est réputée, mais on les craint pour leur don de sorcellerie. La magie joue un rôle très important. Leur culte des ancêtres s'accompagne de rites magiques. Les gens d'ici n'ont pas peur de la vie dans l'au-delà. Ils croient que leur âme continue à vivre et qu'elle peut parler aux vivants à travers les rêves que le devin interprète. La sagesse des morts est transmise aussi dans les contes. Parmi les innombrables contes, il y a celui du lac sacré. Comme tous les contes, ils commencent par les mots « Il était une fois ». Il y a très longtemps, un village se situait là où maintenant se trouve ce lac. Ses habitants étaient connus pour leur hostilité envers les étrangers. Un jour, un sorcier presque mort de soif arriva en ce village. Mais personne ne voulut lui donner de l'eau et tout le monde s'évertua à le chasser. Seule une vieille femme eut pitié de lui et lui donna enfin à boire. Après avoir repris des forces, le sorcier conseilla à la vieille femme de s'enfuir. Puis il s'adressa aux habitants et leur prédit que leur village allait être englouti par les eaux d'un lac. Et c'est ce qui arriva. On dit que les âmes des noyés vivent toujours sous la forme de crocodiles dans le lac sacré.
Un nouveau jour se lève sur les rives du lac Alaotra. Cette région à l'intérieur du pays n'est pas seulement le territoire des Betsimi Saraka. Les Sihanaka aussi vivent ici. Les Sihanaka sont des cultivateurs de riz et les émigrés les plus récents de cette région, la plus fertile de Madagascar. On suppose que les Sihanaka sont issus du groupe le plus important de l'île, celui des Mérinas. Madagascar est un melting pot. Il est surprenant que tous ces peuples parlent la même langue et que leur culture soit homogène, comme le montre par exemple le culte des ancêtres. Les Sihanaka habitaient déjà cette région lors de l'arrivée vers l'an 1500 du premier colon européen, le portugais Diego Dias, suivi ensuite par son compatriote Fernando Suárez. Les Portugais rencontrèrent sûrement des indigènes qui avaient cette physionomie. Les Français. Ils colonisèrent l'île de 1896 à 1960. Monsieur Satou travaillait dans l'administration française. Maintenant, il a pris sa retraite. Converser avec lui, c'est retrouver une anecdote du XVIIe ou du XVIIIe siècle, une histoire de sa patrie, l'île Sainte-Marie. L'île Sainte-Marie était alors un refuge fameux pour beaucoup de pirates. Les pirates étaient très nombreux ici. Il y en avait surtout d'origine anglaise, puisque chez eux, en Angleterre, ils étaient menacés de peines draconiennes. Ils préféraient donc vivre et mourir près de la côte ouest de Madagascar. Sainte-Marie leur offrait beaucoup de cachettes idéales. C'est à partir d'ici que les pirates se répandaient dans tout l'océan Indien. Avant de servir de port aux pirates, la baie de Diego Suárez fut un poste d'accostage pour les Portugais et pour les Comoriens. Les Comoriens sont des musulmans d'origine arabo-africaine venant des Comores, île située au nord-ouest du canal de Mozambique. Ils apportèrent, de même que les Arabes, la religion islamique. Krishna et Radha, deux figures mythiques de l'hindouisme. Comme les Comoriens, les Indiens sont une minorité importante. Leur culture et leur religion enrichissent la grande île. Les premiers Indiens sont probablement venus en passant par l'ouest de l'Afrique. La plupart des Indiens sont des commerçants, mais on trouve aussi beaucoup d'artisans. Monsieur Latigra est orfèvre. Sa femme l'aide à faire des bijoux en or, dont il y a des mines au nord du pays. Monsieur Lopoteong avait 6 ans quand il arriva à Madagascar avec sa famille. Il veut préserver la tradition de ses origines, c'est pourquoi il a pris la charge d'un institut de culture chinoise. Les Chinois s'occupent surtout de commerce, mais ils travaillent aussi comme prêteurs d'argent et occasionnellement comme cultivateurs ou transporteurs, et cela souvent dans les endroits les plus éloignés de l'île. La majorité des Chinois est bouddhiste. Nous voici de retour dans le hall d'entrée de la station de radio-télévision de Tamatave. Nous regardons les tableaux autour de nous. Ce sont des témoignages du présent. Ils nous rappellent les mots du président de la République, Didier Ratsiraka, qui en s'adressant aux Malgaches a dit « Au nom de Dieu, dans l'esprit des ancêtres et avec leur aide, je vous conduirai dans le paradis socialiste. » Au paradis de l'indépendance économique.
C'est l'agriculture qui devra rendre possible cet objectif de l'État avec des produits destinés à l'exportation, tels que l'huile ylang-ylang, qui est la substance de base des parfums. Ylang-ylang signifie fleurs qui bougent au vent. On extrait leur huile par distillation à la vapeur d'eau. Leur arôme est doux et se mêle très bien à beaucoup d'autres parfums. Une fleur de vanille. Avec le café, la vanille est le produit d'exportation principal de Madagascar. Les fleurs sont fécondées à la main. Le pollen est extrait à l'aide d'un bâtonnet de bambou. La vanille appartient à l'espèce des orchidées. Environ 9 mois, de juin à janvier, se passent entre la fécondation et la récolte. Madagascar est le producteur principal de vanille sur le marché mondial. Mais l'origine de la vanille se situe aux antipodes, à savoir en Amérique du Sud. Les Aztèques s'en servaient pour assaisonner la pâte de cacao et les Espagnols l'apportèrent en Europe. C'est seulement au XIXe siècle que l'on découvrit la méthode de la fécondation artificielle et que des Européens apportèrent la vanille à Madagascar, puisque c'est ici qu'elle poussait le mieux. Les fruits récoltés au moment de leur maturation donnent des gousses. Ces capsules sont ensuite séchées, fermentées et fumées. Par ce procédé, elles se rétrécissent jusqu'à devenir des bâtonnets brillants, presque noirs, qu'on lie en petits paquets, comme ici à Sambava, prêts à être exportés. Afin d'obtenir un prix plus ou moins stable sur le marché mondial, les producteurs de vanille naturelle se sont concertés. Depuis qu'on a introduit les étiquettes de garantie dans beaucoup de nations industrialisées, ils ne craignent plus tellement la concurrence. Grâce au label de qualité, les consommateurs savent s'ils achètent un produit naturel ou un produit chimique. Au même endroit, une autre plantation. À Sambava, on cultive aussi des litchis. Ces arbres fruitiers poussent jusqu'à atteindre 12 mètres de haut. Les fruits pendent en grappes au bout de leurs branches. La peau rouge foncée des litchis est friable comme la coquille d'un œuf. Quand on l'enlève, on voit la pulpe blanche qui entoure un noyau brun. Les litchis étaient considérés dans la Chine ancienne comme les meilleurs des fruits. Les litchis sont très délicats. Ang gala sa Ranggano. Då planet mig på. Le choix précis du moment de la récolte est très important puisque ces fruits ne mûrissent plus après leur cueillette. De plus, on ne peut les garder que 2 ou 3 semaines. Étant donné que l'humidité des litchis s'évapore facilement, la probabilité qu'ils moisissent est très grande. Un entrepôt important. Ici sont emmagasinés les produits agricoles destinés à l'exportation. On trouve aussi des litchis stockés dans des caisses en bois.
Le bois permet en effet une circulation d'air suffisante et empêche la formation de moisissures. Un bon stockage et un transport rapide sont décisifs pour ces produits périssables. C'est souvent la nature elle-même qui empêche une livraison à terme. L'aéroport de Sambava est régulièrement victime de cyclones qui causent des dégâts énormes. Mais ce ne sont pas seulement les cyclones qui bloquent les voies de transport. Pendant la saison des pluies, l'avion est le seul moyen qui relie les différentes régions du pays. Le réseau routier de l'île n'est pas suffisamment aménagé et il n'existe que 2 lignes de chemin de fer. De là l'importance du trafic aérien intérieur. Il y a à Madagascar plus de 200 pistes d'atterrissage. Sambava est un aéroport de transit. À partir d'ici, les marchandises d'exportation, comme la vanille, sont envoyées dans le monde entier. Depuis quelque temps, l'État autorise des investissements privés d'un volume très important, comme par exemple le projet gigantesque d'un complexe d'hôtels soutenu par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale. L'infrastructure doit être améliorée. Les deniers publics sont actuellement utilisés pour aménager et restaurer les routes et les aéroports. L'ère du tourisme a déjà commencé. Certains observateurs craignent que l'environnement et le rythme de vie de Madagascar ne pâtissent de l'arrivée de milliers de vacanciers. La technique et la communication. De nos jours, les gens communiquent entre eux par des moyens ultramodernes. Mais ce n'est que depuis peu de temps qu'on échange des informations au sujet des menaces qui pèsent sur le monde animal. La faune de Madagascar vit dans un espace vital qui ne cesse de rétrécir en raison du défrichement des forêts et de l'érosion. Cependant, des espèces animales d'époque géologique ancienne survivent encore. L'île s'est détachée du continent il y a une centaine de millions d'années. Ce continent légendaire, appelé Gondwana, est un plateau à partir duquel se seraient formés l'Amérique du Sud, le sous-continent indien et l'Afrique. Après la dérive, tout est resté à Madagascar, comme à l'époque des premiers mammifères. Le pays est un musée naturel de la flore et de la faune primitive. Ici vit l'arrière-petit-fils du dinosaure, le caméléon. Nous avons observé comment les caméléons se déplacent sur les branches à l'aide de leurs griffes. Leurs mouvements sont très lents. Leur queue est un organe de préhension, mais elle ne repousse pas une fois détachée comme chez les autres lézards. Ce qui nous a fascinés d'abord, c'étaient les yeux du caméléon. Ils bougent en effet indépendamment l'un de l'autre. De cette manière, l'animal explore son entourage de tous les côtés. Quand il fixe ses yeux sur un point, le caméléon a une vue tridimensionnelle qui lui permet d'évaluer très précisément la distance de sa proie. Une autre caractéristique de ces animaux est leur changement de couleur. La peau du caméléon a des cellules contenant des pigments qui peuvent changer de couleur. Un changement de couleur peut avoir des raisons différentes: camouflage ou humeur. En cas de danger, par exemple, le caméléon produit des couleurs très vives pour impressionner son adversaire. Les caméléons défendent leur terrain de chasse. Quand ils sont menacés, ils gonflent leur torse. Ou alors, ils se dressent sur leurs pattes de derrière. Madagascar n'est habité par l'homme que depuis une période assez récente, vers l'an 1500 environ. Pendant longtemps, l'île fut le royaume de la flore et de la faune. Des espèces uniques, qui avaient disparu depuis des millions d'années, ont pu en revanche s'affirmer ici pendant longtemps. Mais avec l'homme vint la superstition. Ainsi les colons craignaient-ils les cris perçants des lémuriens,
une espèce de primates inférieurs qui ont survécu à Madagascar parce qu'ils n'avaient pas d'ennemis naturels avant l'arrivée de l'homme. Les colons considéraient ces animaux comme des créatures funestes et les exterminèrent sans pitié. Un vari, la première espèce de lémurien que nous avons rencontrée. Il s'agit d'un animal très curieux et confiant au point de s'approcher très près de nous. Les varis ne sont pas craintifs, ce qui leur a été souvent fatal puisqu'ils se laissaient capturer facilement. Nous sommes allés aussi dans la forêt vierge, là où les lémuriens vivent par groupes de familles dans les arbres. Ces animaux sont actifs pendant le jour et se nourrissent de plantes. Quand ils se reposent, ils s'allongent sur des branches horizontales et laissent pendre leurs pattes. Il y a encore des lémuriens, mais ils sont menacés d'extinction si des solutions ne sont pas trouvées à bref délai. Il faudrait des mesures plus drastiques pour protéger ces animaux. Plusieurs facteurs expliquent les menaces qui pèsent sur la flore et la faune. L'un de ces facteurs est sans doute l'ignorance. Les colonisateurs français n'ont jamais révélé aux indigènes l'originalité de leur univers végétal et animal. Aujourd'hui, l'information sur ce sujet est meilleure, mais reste à savoir si elle sera suffisante pour empêcher la destruction en cours. L'homme a su conquérir son propre espace sur la grande île. Conséquence, 3/4 de la forêt vierge ont été défrichés et la terre est emportée par l'érosion. L'équilibre écologique est devenu très instable. Mais il n'est pas encore trop tard, à condition que l'homme apprenne à respecter cette nature unique au monde. Dia tsarovy fa manjeo anareo any koa ny eritreritro.